Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Nous sommes à la réserve de faune à Okapi. Cette réserve, qui est un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République démocratique du Congo, est située dans deux provinces, la province de l'Ituri et la province de Haut-Touélé. Cette réserve est répartie sur trois territoires. Le territoire de Mambasa, le territoire de Wamba et le territoire de Watsa. C'est une réserve qui est très connue grâce à une espèce emblématique appelée l'okapi. Mais comme vous savez, en 2012, la folie meurtrière de l'homme était venue décimer 14 okapis qui étaient en captivité dans le zoo de cette réserve. Et cette folie était dans la tête d'un certain tristement célèbre Morgan qui avait un groupe armé dans la région. Pourquoi était-il arrivé à s'apprendre à cette espèce emblématique qui faisait et qui fait toujours la fierté de la République démocratique du Congo? De passage dans la région, nous avons tenu à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et nous sommes tombés sur un témoin oculaire, un témoin de première main. Ce témoin s'appelle Rose-Marie Rouf. Elle a été là au début de la création de la réserve et elle a vécu le drame de ces okapis. Et nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi l'homme congolais est tombé malade de la folie au point même de massacrer nos okapis. Nous devons comprendre, cela fait partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. Derrière les okapis, des écogardes étaient tombés. Allons ensemble à la rencontre de Madame Rose-Marie Rouf pour comprendre la terreur, ce qui s'était réellement passé ces jours-là où nous avons perdu nos 14 okapis en captivité dans le zoo de la réserve de faune Okapi. Là, nous allons traverser la RN4, la nationale numéro 4. C'est cette route qui mène de Beni à Kisangani. Nous allons traverser et nous allons entrer dans la réserve pour aller à la rencontre de Madame Rose-Marie Rouf. Venez avec moi. Voilà, mesdames et messieurs, comme je venais de vous annoncer tout à l'heure, nous sommes dans le zoo. Si vous regardez cette grille, c'est vraiment un zoo très vaste. Et c'est ici que restaient les 14 okapis qui avaient été massacrés en 2012. On prenait soin d'eux ici. Les touristes venaient le voir ici. Et vous savez bien que les okapis, ce sont des animaux solitaires, que ce n'est pas facile de le voir dans leur milieu naturel. On avait facilité en le mettant en captivité dans ces zoos pour permettre à tous ceux qui passent par la réserve de faune à Okapi de le voir de plus près, d'admirer la beauté de cette espèce animale. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce zoo est vide. Si vous regardez tout autour de moi, c'est vide. Et pourtant, avant 2012, avant la folie de Morgan, nos 14 okapis étaient là. On pouvait les admirer, on pouvait les approcher, on pouvait les toucher. Mais malheureusement, cette journée de l'année 2012 a été une très très mauvaise journée pour cette réserve. Et les 14 okapis avaient été systématiquement massacrés. Madame Rose-Marie Rouf, je venais de vous dire
elle est ici depuis plus de 30 ans. Voire même à la création de cette réserve. Elle a vécu, elle connaît l'histoire des okapis de cette réserve. Elle connaît l'histoire de cette réserve. Et elle va témoigner de ce qui s'est réellement passé dans cette réserve. Pourquoi les okapis avaient été massacrés, elle nous dira toute la vérité. Madame Rose Marie Rouf, elle est directrice de WCG. C'est une des partenaires de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Bonjour Madame Rose Marie Rouf. Bonjour monsieur. Je suis très heureux parce que c'est vraiment la première fois que je cherchais à vous avoir. Je vous ai raté une fois à Kisangani. Mais voilà, quelques années après, je vous retrouve ici. Et Dieu merci, en bonne santé, pour nous raconter l'histoire de la réserve de faune à Okapi. Qu'est-ce que vous en savez? Enfin, vous savez, la création était en mai 1992, à la création officielle de la réserve de faune à Okapi. Mais avant cela, on a fait des recherches, on a fait des investigations. On a constaté dans cette forêt de la réserve aujourd'hui, c'est là où il y avait la plus grande densité des okapis. C'est pour cette raison qu'on a décidé qu'ils doivent être protégés par une réserve et pas par une parc, parce qu'on n'a pas voulu déloger les Mboutés, les autochtones, qui vivaient dans des centaines des années dans cette forêt, et on devrait les déloger quand vous faites un parc national. Et ça, nous n'avons pas voulu. Pour cette raison, vous avez une réserve habitée aujourd'hui, avec les Bantous et les Mboutés. Les Mboutés, en fait, ce sont des peuples autochtones. Oui, ce sont les Pygmées. Les Pygmées, oui. Voilà. On appelle peuple autochtone aussi. Peuple autochtone, oui, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est toujours le même statut, la réserve, mais avec beaucoup de pression sur les richesses. Pas seulement en termes des animaux, parce que le braconnage est intense, mais aussi de l'or. Oui, on va revenir sur les défis, mais parlons d'abord de l'histoire de la création de la réserve de faune au Okapi. Vous êtes venu en RDC et vous avez décidé de créer une réserve où il y a présence des okapis. Est-ce que de votre pays, vous aviez une idée sur cet endroit ici? Je dois aller plus loin, plus reculer, parce qu'en 1985, nous avons voyagé dans cette région. Nous sommes venus avec le véhicule. Comme des touristes? Comme des touristes, oui. Avec mon mari à cette époque. Nous avons fait de Badolité jusqu'à Bukavu. Ah, Badolité jusqu'à Bukavu. Par route? Par route. Ok. Oui. Mais vous savez que Badolité, c'est chez moi. Ah bon? Oui, bien sûr, c'est chez moi. Ça c'est intéressant, ça je ne savais vraiment pas. Vraiment. Non, on a vécu là-bas 4 ans, à Badolité, avant de retourner dans mon pays natal, ça c'est la Suisse. Et après, on a commencé à négocier avec le gouvernement pour Epoulou. Pour Epoulou et pour la station de capture des okapis. Oui, mais le trajet que vous venez de décrire là, vous avez fait la route Badolité-Bukavu. Mais Epoulou n'est pas dans cette zone. Comment avez-vous découvert que non, c'est à Epoulou qu'il fallait créer la... En 1984, je dois dire, c'est la première fois que j'ai fait la connaissance d'Epoulou. Et en 1985, nous sommes revenus à l'époque pour les okapis qui étaient vendus par l'État congolais et pour sortir du pays. C'était
Rotterdam, en Hollande, à Anvers, en Belgique. Et après, vous avez entamé le processus de la création de cette réserve. Non, d'abord, nous avons quand même entamé pour avoir un contrat avec l'État congolais, avec le ministère d'Environnement, pour 5 ans, pour rétablir cette station, parce qu'elle n'était pas dans de bonnes conditions. Et alors, on devrait plus travailler pas mal pour rétablir cette station. Qui était en 1987. Nous sommes arrivés le 7 juin 1987. Voilà. Et là, on a commencé à travailler. On a fait les campagnes de capture, on a capturé les okapis. On les a adaptés à la captivité parce que, vous savez, un animal solitaire, sauvage de forêt, ça prend du temps pour adapter à la captivité. On a aussi reproduit ici les okapis en captivité. Donc on avait 11 jeunes nés en captivité de les animaux qu'on avait capturés dans la forêt. Et alors, comme vous avez déjà dit, le 24 juin 2012, Morgan a tout massacré, tous les okapis. Et le plus jeune que nous avons eu, c'était dans la deuxième génération, un bébé de 6 mois. Qui a été aussi tué. Yeah, avec sa maman. Oui. Okay. Alors dites-nous un peu, quel est le rapport que vous entreteniez avec le couple Thérèse Hart? Parce qu'on nous a dit que le couple Thérèse Hart, donc ce couple américain, a beaucoup contribué à la création de la réserve de faune okapi. Oui, les John et Thérèse Hart étaient ici en faire les recherches sur les okapis en forêt. Donc, dans le naturel, milieu naturel. Nous avons fait, eux, les recherches. Nous, on faisait la conservation, mais aussi on travaillait ensemble avec WWF pour la création de cette réserve. Oui, ça c'est clair. John, il était beaucoup plus la personne qui a sillonné les forêts pour trouver les limites de cet endroit. Dans la cartographie. Dans la cartographie, en voyant la richesse des faunes et flore de cette réserve. Alors, il y a des endroits où il y a les frontières, les limites naturelles, et il y a des endroits qui ont des limites imaginaires. Malheureusement, oui. Alors, dites-nous un peu, Madame Rose-Marie Rousse, votre mari est décédé, vous avez décidé de rester ici pour continuer l'œuvre que vous avez commencé ensemble. C'est par passion ou tout simplement parce que vous avez un autre intérêt à ça? Je pense que c'est par passion. Vous savez, quand mon mari a été tué par un accident routier en 2002, je savais qu'on ne peut pas abandonner cette place. Il y avait tous les okapis, il y avait aussi tous les agents engagés chez nous. Ce n'était pas facile, vraiment ce n'était pas facile de prendre ce projet, surtout à la peine de la perte de mon mari. Donc on a essayé quand même, on a résisté, parce que moi je trouve que ce pays mérite la résistance et la conservation. Et ça c'est toujours ma passion aujourd'hui. Je trouve que ça vaut la peine de faire comprendre au peuple congolais que cette réserve est unique, que cette réserve a des animaux de nécessité de protéger. Et j'aime beaucoup les okapis, je dois dire. Ça c'est vraiment un animal très mystique. Elle est spéciale, je trouve. Chaque animal, j'ai constaté,
a un caractère différent. Et quand je voyais les animaux dans les enclos, c'était toujours une plaisir chaque jour de travailler avec eux ici. Mais aujourd'hui, vous savez que, je ne sais pas, je trouve, je veux rester jusque, moi je pense que c'est maintenant le moment de quitter, mais ce n'est pas encore le moment. J'ai toujours la force et j'ai toujours des obligations envers cette réserve, je trouve. Ok. Alors dites-nous un peu, parlez-nous un peu de la journée fatidique pour ces okapis. Comment ces okapis avaient été massacrés? Vous étiez là, vous avez vu de vos propres yeux, vous savez ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Non, je dois dire, je n'étais pas là, heureusement. Ah, d'accord. Non, je n'étais pas là. J'étais en congé. Ce jour-là, on avait reçu, enfin, l'ICCN avait reçu des informations que Morgan est tout proche et il va attaquer la station. Je pense le responsable à cette époque-là, il n'a pas trop mis l'attention sur ces informations qui étaient données par les Pygmées et les Bantous qui sont venus du forêt. Et alors c'est pour cette raison il a pu entrer dans ce village sans que les gens réalisaient. Et à cette époque-là, il y avait 2 gardes à la station qui étaient à la barrière. C'est tout. 2 gardes seulement. 2 gardes seulement, oui. Et vous connaissez l'histoire que il a pas seulement tout massacré les okapis, il a aussi brûlé les agents de l'ICCN vivantes. Brûlés au village. Il a pris des otages, des jeunes filles violées avec lui dans la forêt. Et oui, c'est ça. Et tout ça en peu de temps seulement. Oui, en peu de temps. Je peux dire pendant 2 jours. Pendant 2 jours, il était ici. Et Bon, il avait occupé ces eaux ici pendant 2 jours. oui, enfin, il a aussi été au village, mais pas seulement ici. Parce que une fois le travail ici était fait, qu'est-ce qu'il voulait encore? Il a brûlé aussi. Il a brûlé le bâtiment ICCN, le bureau. Il a brûlé aussi la paillote de touristes qui existait à ce moment-là. Et oui, c'est ça. Après, il a aussi... Et pendant 2 jours, il n'y a pas eu une intervention. Vous savez, il n'y avait pas les militaires ici. Les militaires, je pense, le plus proche était à Niania, à Bafasende. Je sais, on m'a raconté que, par exemple, comme vous voyez ces enclos, on les a maintenus depuis 2012. On n'a jamais abandonné parce que notre idée était de repeupler les enclos. Ça, c'est notre idée pour montrer à la population nationale et internationale l'Okapi. Parce que je trouve qu'avec l'Okapi dans un enclos, il pouvait être un bon ambassadeur pour les espèces. Pour expliquer aux gens, comme on a toujours fait, entrer les gens avec accompagnés, et on leur a parlé l'importance du forêt pour les animaux, pour cette espèce d'animaux. Parce que ce n'est pas une espèce qui vit dans la savane, il est dépendant fortement de forêt. Et vous avez le projet de repeupler ces eaux avec des okapis pendant que vous avez encore la force, comme vous venez de le dire. Oui, moi je trouve que c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'on a toujours hésité contre la sécurité dans la région. Parce que vous savez, même aujourd'hui, il y a des milices, il y a des maïmaï qui sillonnent ce forêt. Et on a tellement eu un choc en 2012
que nous avons pensé qu'il fallait absolument garantir que ces animaux vont jamais être massacrés encore. C'est pour cette raison on attendait toutes ces années à cause de peur. Alors dites-moi un peu, Madame Rosemary, quand vous étiez en vacances et vous avez appris que les okapis que vous étiez en train d'entretenir dans ces eaux étaient massacrés, quel avait été votre sentiment? Comment vous avez réagi dans un premier temps? D'abord, quand j'ai appris ce message, je ne pouvais pas croire. Je pensais que non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être possible. Parce que quand vous voyez, ces okapis n'étaient pas touchés toutes ces années. Hein, pendant qu'il y avait la guerre qui était entre MLC et entre Bemba et Boussa. Hein, tous les deux côtés, il y avait un groupe de militaires qui tiraient sur l'autre et tous les okapis n'étaient pas touchés, jamais dans la vie. Alors je pouvais pas penser que un groupe peut toucher les okapis. Comment un animal innocent, hein, dans les enclos, pas moyen d'échapper, il faut le tirer. Il faut le tirer et tuer par les balles. Moi, je trouve que ça c'est quelque chose que, même aujourd'hui, j'ai difficile quand je dois penser à ça. Ça me fait toujours mal. Toujours. Alors, est-ce que vous avez soupçonné qu'il y avait une raison qui a motivé Morgan, qui entretenait un groupe armé, à venir massacrer ces okapis? Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'il avait une raison? Je pense qu'il avait une haine contre les gardes, contre l'ICCN. Et c'est là où il a pensé qu'avec cette massacre, ils peuvent bien, comment on dit ça, punir l'ICCN pour cela. Mais quel avait été... pourquoi il haïssait l'ICCN? Pourquoi il haïssait une institution qui se consacre totalement à protéger la nature? Vous savez que Morgan, avant de devenir rebelle, il était braconnier. Et il était arrêté 2 fois par l'ICCN, par les gardes dans la forêt. Et ça, il n'a jamais oublié. Il était mis dans le cachot, dans le prison ici à Epoulou. On a même essayé de lui convaincre de devenir garde. Mais lui, il a décidé autrement. Il est parti, on l'a libéré, il est parti. Et il est devenu maintenant l'opposant de la RFO. Mais avec une haine immense contre les humains, contre les gardes et l'institution. Bon, mais Morgan est décédé finalement, mais apparemment la réserve continue à connaître le même problème avec les communautés. Est-ce que vous savez pourquoi ces communautés finalement ne veulent pas de la conservation dans cette partie de la République? Oui, je peux seulement dire que c'est les revenus, c'est les ressources dans cette RFO, dans cette réserve. Je pense qu'il y a une immense montant de l'or, il y a les diamants, il y a le bois, et vous voyez que c'est ça que les communautés visent. Hein? Parce que toutes ces activités, c'est interdit dans une aire protégée, ce n'est pas autorisé. Mais quand même, aujourd'hui, ça existe. Ça existe même à part les étrangers qui sont là depuis 2016 dans cette RFO. Et quand on voit la destruction qu'ils font, c'est immense. Mais aussi, quand je pense à leur façon, donc, comment ils exploitent de l'or, et avec le poison qu'ils sont en train d'utiliser, le mercure, et tout ça, ça sera dans la rivière Ituri, ou des petits ruisseaux. Vous-même, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la communauté, donc plus loin. Donc la réserve ici est très riche en or, en diamants
C'est ce que vous voulez dire. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Et parce que partout où vous allez voir, vous apprenez qu'il y a des petits chantiers. Il y a de l'or. Oui. Et les gens pensent que c'est ça. C'est ça qui va leur donner la richesse. Mais à la fin, quand je vois, non. Mais cette ressource, est-ce que ça se trouve dans la réserve ou en dehors de la réserve? Ça se trouve dans la réserve. Mais Dans ça la se réserve. trouve aussi en dehors de la réserve. Oui. Mais pourquoi alors ils n'exploitent pas ce qui est en dehors de la réserve? Ils veulent absolument venir dans la réserve. On les oriente mal ou qu'est-ce qui fait qu'ils puissent venir dans la réserve? Parce qu'il n'y a pas que dans la réserve, il y en a aussi en dehors de la réserve. Je pense que c'est la complicité avec certains chefs coutumiers ou bien chefs de groupement qui leur permet de venir de l'extérieur pour creuser de l'or. Pardon. Moi, je pense que si les chefs coutumiers dénoncent, qui disent non à cette activité, les gens ne pouvaient pas faire ça. Donc Non. les chefs coutumiers sont complices de leurs enfants. Non, je pense que ce n'est pas complice, mais je pense que, vous savez que, je crois, quand ils arrivent ici, ils doivent d'abord avoir la permission du chef, et certainement, ils reçoivent quelque chose pour aller leur permettre d'aller dans la forêt. Le problème. Et puis, il y a de l'or à l'extérieur, oui, il y a sans doute. Mais, je ne sais pas, parce que je pense aussi la communauté ne voit pas la nécessité de cette aire protégée, parce que, vous voyez, pour eux, les animaux, c'est la viande, c'est nyama. Alors, pour moi et pour nous qui essayent de protéger, ça signifie d'autres choses. Donc il leur faut une bonne éducation environnementale pour comprendre l'importance de ces ressources naturelles que l'ICCN et ses partenaires sont en train de protéger. Mais je pense qu'on fait ça chaque année depuis beaucoup de temps, beaucoup des années. Vous savez, même quand on va célébrer la journée de l'Okapi, la communauté est impliquée là-dedans. Les enfants à l'école, les élèves qui participent, ce n'est pas seulement pour s'amuser, non. Ils savent que ça, c'est la journée de l'Okapi. Et l'importance de l'Okapi et la pression sur ces animaux, ils le connaissent. Ils le connaissent parce que c'est là, chaque année, quand on célèbre cette journée, les gens de la RFO, ils ont des petits ateliers pour parler de l'Okapi et la réserve, mais aussi des autres animaux qui sont importants pour cette réserve. Est-ce qu'avec toutes ces difficultés, tous ces défis que vous craignez jusqu'aujourd'hui, croyez-vous que la conservation a pas de l'avenir dans cette partie de la République? Oui, absolument. Absolument. Sinon, on peut fermer les valises et partir, non? Et puis la réserve de faune à Okapi ne fait pas de sens. Mais moi, je pense que ça vaut la peine de se battre pour une réserve si belle comme la réserve. Oui, le faune et la flore, ça vaut la peine pour les futures générations. Imaginez-vous, dans 2-3 générations, cette forêt n'existe plus. Qu'est-ce que vous pensez ça va donner? Moi, je trouve que tout le monde ici doit penser à les enfants qui vont naître après nous, qui sont déjà en train de grandir. Ils ont aussi le droit de cette forêt, ils ont aussi le droit de cette réserve. C'est pas seulement nous, ça doit continuer. Oui. Et puis sur l'aspect tourisme, une fois ce pays à l'est, il y en a la paix,
je peux vous assurer, il y a le tourisme qui donne du travail, qui fait des revenus. Alors tous ces aspects qui étaient avant, n'est-ce pas? Jusqu'en 1996, quand la guerre a commencé. Il y avait beaucoup de touristes qui ont visité Poulouou. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Beaucoup. Je me rappelle que le grand place de camping à côté de la rivière, il était plein de bus, les Encounter Overlander, les voitures privées, les gens qui ont voyagé avec les transports publics comme camions. Ils étaient ici, ils sont allés en forêt. Ils ont visité les okapis. Ils ont fait les promenades. Et tout ça, ça donne des revenus pour l'ICCN, pour la communauté. Tout ça. Mais ça n'existe plus. En tout cas, merci beaucoup, Madame Rosemary Rouf, pour nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup que j'ai eu la chance de parler. Et j'espère que c'est pour quelque chose, que c'est pour une bonne avenir de cette réserve. C'est là où j'espère que nous aurions beaucoup plus de support et de soutenu et faire comprendre à la population l'importance de cette réserve. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cette interview exclusive avec Madame Rosemary Rouf, qui est témoin oculaire de la création et aussi de la vie des okapis jusqu'à ce qu'un événement malheureux puisse survenir avec le massacre des okapis qui étaient dans ces eaux. Et la cause, c'est quoi? La cause est simple. L'accès aux ressources naturelles, aux minéraux. Ici, c'est une partie de la République qui est très riche en or, très riche en diamants. Et on me dit même que c'est très riche en coltan. Et au-delà de ces minéraux, il y a la grande forêt, qui est aussi une grande ressource naturelle, qui enrichit quelques personnes. Mais l'Institut congolais pour la conservation de la nature, à travers la réserve de faune à Okapi, constitue, entre guillemets, pour ces communautés comme un obstacle à l'accès à ces ressources. Voilà le nœud du problème. Voilà le nœud de la bagarre qu'il y a ici. Mais les victimes, ce sont les okapis. Les victimes, ce sont les écogardes qui ont choisi comme métier la conservation de la nature. On les tue pour tuer les animaux. On tue les animaux pour les tuer. En clair, il faut tuer la conservation pour accéder aux ressources naturelles. Est-ce que l'État congolais est prêt à accepter ces verdicts? Tuer la conservation pour permettre aux communautés d'accéder aux ressources épuisables. Je dis bien épuisables. Alors qu'avec la conservation, les ressources resteront pérennes. À nous de choisir. Non seulement les autorités, mais nous, peuple congolais. Mais les communautés qui sont tout autour de la réserve de faune à Okapi. C'est à nous de faire un choix. Et si nous faisons ce choix, nous devrions assumer. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous fixons rendez-vous le dimanche prochain. Au revoir.